été envoyées sur Internet. Donc, il y a Olaf qui vous demande pourriez-vous citer un exemple d'un produit approuvé seulement après une phase 2 ? Et ensuite, Céline qui demande que pensez-vous de l'usage du vaccin expérimental RVSV dans le cadre de notre intervention MSF en RDC, et elle rajoute en commentaire « La notion de volontaire pour recevoir le vaccin est toute relative compte tenu des politiques menées par les autorités locales. » Merci. Alors donc, comme je disais tout à l'heure, on est 100 à prescrire, et moi je ne travaille pas sur les médicaments au sens... dans la revue, il y a le rayon des nouveautés qui s'occupe des médicaments, et moi je m'occupe des choses. Donc je sais que dans le rayon des nouveautés, chaque année, il y a plusieurs médicaments qui sont mis sur le marché après des phases 2. Voilà. Après, en citer un, je ne sais pas en citer un, mais il y en a de plus en plus, même des phases 2 précoces. Alors, ça peut se comprendre aussi dans certaines situations, parce qu'on est parfois sur des maladies rares ou des cancers. Hein. Mais en tout cas, il y en a plein. Voilà. Après, on peut toujours trouver des raisons, mais ce n'est pas du tout exceptionnel. Et la deuxième question, je ne peux pas du tout répondre sur le vaccin lui-même. Après, sur la notion de volontaire, c'est une notion effectivement tout à fait relative. Hein. Ça dépend de la quantité d'informations qu'on a. Il y a la déclaration d'Helsinki de l'Association médicale mondiale qui a servi de référence éthique pour essayer de défendre les patients, enfin les participants aux essais par rapport aux investigateurs, en partant du principe que l'investigateur a un conflit d'intérêts, justement. Il a intérêt à pas passer trop de temps à chercher à inclure des patients. Et donc, c'est vraiment expliqué comme ça hein, par l'Association médicale mondiale, de dire il faut protéger le participant des intérêts et du sponsor, mais aussi de l'investigateur. Et donc, il faut vraiment verrouiller tout l'aspect du consentement éclairé. Voilà. Et le consentement éclairé, c'est certainement une utopie. Hein. Le principe, il faut essayer de s'en approcher le plus possible. Mais je me souviens d'une boutade de Richard Smith sur les essais de non-infériorité dont je parlais tout à l'heure. Il disait, en fait, la question qu'il faudrait poser aux participants, ces essais, c'est est-ce que vous consentez à participer à un essai clinique qui prouvera rien ? Voilà, donc ça, en fait, là, on ne pose pas ce genre de questions, en fait. Mais bon, je pense effectivement c'est toujours très important de questionner le volontarisme, enfin, la vraie volonté des gens de participer aux essais. Oui. J'ajouterais sur la question du consentement éclairé que où qu'on se trouve, c'est une notion qui est discutable. Tu en as parlé à l'instant comme une espèce d'horizon, une valeur en soi, mais inatteignable parce qu'elle se dérobe toujours. Là, j'étais récemment, je participais récemment à une soutenance de thèse concernant un essai d'un vaccin contre le rotavirus, contre les gastro-entérites à rotavirus, et la question du consentement des personnes directement impliquées, c'est-à-dire des mères qui doivent entrer dans l'essai pour faire vacciner leur enfant, était extrêmement complexe, parce que, enfin, non pas complexe, mais d'une certaine manière inexistante, parce que elles ont un avantage à faire entrer leur enfant dans l'essai du fait que, d'une part, il y a une protection possible et que, d'autre part, il y a des soins attachés à cela. Et il y a une sorte de pression sociale qui s'exerce, d'ailleurs, dans des pressions sociales qui s'exercent de différents sorts, parce qu'il y a aussi des pressions liées à des rumeurs, à des refus vaccinaux, le vaccin étant supposé stériliser les enfants ou les mères, ou avoir véhiculer des intentions perverses comme celui-ci. Donc ça rentre dans un champ très polarisé. Mais en tout cas, la question du consentement, qu'elle se pose au Niger, puisque c'est dans ce pays que se déroulait cet essai sur le rotavirus, ou dans un CHU parisien ou ailleurs, dans un pays industrialisé, à mon avis, elle est quand même toujours relativement fictive, parce que il y a une asymétrie fondamentale entre le patient
et le clinicien qui est en dehors de cette question. Donc, mais peut-être qu'il serait bon d'ailleurs à un moment de faire une réunion de ce type sur le plan de l'éthique du consentement, puisque MSF se lance participe à des essais directement ou indirectement, avec, par le truchement de Épicentre ou en association avec le DNDi. Cette question du consentement, non pas qu'on puisse résoudre le problème, il faut au moins être mieux informé et ne pas entrer dans des formules magiques. Le consentement éclairé a été obtenu, donc il n'y a plus de problème. Si quand même il subsiste des problèmes, il est bon d'en être conscient. Je rappelle d'ailleurs aussi sur la question, disons, du conflit d'intérêts entre le promoteur d'un produit et puis l'évaluateur de ce même produit, une discussion avec Bernard Pécoul, donc le patron, le fondateur et patron du DNDi, sur une évaluation que DNDi voulait conduire au Soudan. Il y avait une discussion sur le fait de savoir qui devait conduire cet essai. Est-ce que c'était DNDi soi-même, ou est-ce que c'était par exemple des gens de MSF étrangers, enfin partiellement étrangers, parce que MSF DNDi c'est quand même lié, mais enfin disons de façon relativement relâchée, de façon relativement lointaine. Et Bernard soutenait que l'honnêteté indiscutable, et je ne la mets pas en question, des personnels, des équipes du DNDi permettait de penser qu'un essai conduit par le DNDi serait interprété honnêtement, disons sans biais dans un sens ou dans un autre. Ce que personnellement je ne croyais pas vraiment, et qui a donné lieu donc à une discussion assez vive entre mon vieil ami Bernard et moi-même. Je rappelle d'ailleurs que jusqu'à la guerre, Pierre rappelait que les essais cliniques datent pour l'essentiel de l'après-guerre, des années 50-60. Jusqu'alors, l'évaluation des médicaments était considéré comme relevant de l'honnêteté, de la probité, de la rigueur de cliniciens expérimentés et connus pour leur sérieux. C'était donc la personnalité des cliniciens qui mettaient en avant les qualités d'un produit qui était probante ou non. Donc il y avait valeur de preuve ou non. C'est un niveau de preuve évidemment qui a été considéré à juste titre comme insuffisant, mais qui a fait foi pendant très longtemps.